Merci, c'est Balafroj. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous et je remercie M. Balafroj de me faire participer à cette première édition de l'Agora. Je le félicite pour la parité parmi les intervenants et la parité dans la salle. C'est d'autant plus remarquable que, vous le savez, dans l'Agora, les femmes étaient exclues, comme dans beaucoup de choses encore aujourd'hui. Donc, pour moi aussi, hein, bien que je sois plutôt extravertie, je n'aime pas parler de moi, mais puisqu'il faut le faire, j'ai choisi de vous parler de quelques défis qui ont beaucoup compté dans ma vie de femme et dans ma carrière. Ces défis, c'est les droits des femmes, c'est la lutte contre le sida et je dirais un mot très rapidement de l'assainissement auquel a fait allusion l'Arabie. Alors, je ne suis pas du tout d'origine populaire, je suis née dans une famille traditionnelle, knessia, mkhazza, bourgeoise. Mais la bourgeoisie traditionnelle, hein, terrienne. Et dans ma famille, les filles quittaient l'école au certificat d'études, au maximum au collège, et se mariaient à 16 ans. Ça a été le cas de ma sœur aînée de 2 ans, de toutes mes cousines. Donc, mon destin était tout tracé, mais il était hors de question que je suive ce destin. Et ah oui, alors aussi, il y a un défi pour moi aujourd'hui, c'est que je n'ai pas les diapos. Les professeurs de médecine ont toujours des diapos, alors j'ai fait des petites fiches. Je vais de temps en temps jeter un œil sur mes petites fiches. Donc, premier défi, ma naissance. Une fille. Le Walid Allah yarhamou kana عنده بنت وولد et il attendait le deuxième fils et vraiment on me l'a fait savoir. On voulait un autre garçon. J'ai dit très bien, j'ai passé ma vie à prouver à Walid Allah yarhamou qu'il avait tort et j'y suis arrivée au-delà de toute espérance à tel point que en m'accompagnant à l'école, on passait devant le tribunal de Meknès, il y avait la première avocate juive marocaine qui avait une magnifique voiture décapotable. قال لي بنتي بغيتك تكوني بحالها. قال له الوالد غادي نكون بحالها. Continuez à me soutenir comme ça, je serai bhala. Bon, très bien, donc j'ai pu faire des études. J'avais une idole pendant mon adolescence, mon enfance, Thouria Chaoui, que les plus âgés parmi vous, ceux qui ont mon âge, connaissent. Thouria Chaoui, à 16 ans, première pilote marocaine, reçue par Mohamed Khamis, qui l'a félicité, l'idole, vraiment l'idole absolue. Je dis, Hakima, il faut que tu sois la première marocaine à faire des choses. Voilà, c'était parti. Vous le savez, destin tragique, assassiné à 19 ans, on n'a jamais su pourquoi. Donc, voilà, tout était tracé, je veux faire des études et je veux faire des choses, être la première à faire quelque chose comme Thouria Chaoui, et je ne veux pas me marier jeune. Voilà. Bon, l'éducation, j'ai fait, j'ai taillé, j'ai... Et ouais, علاش خويا ما يطيبش علاش خويا ما يجففش كيفاش تقدي مع خاك. Oui, bon, نتقدم مع خايا. Ça a été la bataille pendant toute mon enfance et mon adolescence. De toute façon, j'avais un objectif, avoir le bac pour quitter Meknès. J'ai eu le bac, parmi les premières Meknessi à avoir le bac. Malheureusement, moi, j'ai été à la mission française parce que papa voulait que je sois dans une école où il n'y avait que des filles. Or, l'école marocaine qui était près de chez nous, c'était des filles et des garçons. C'est pour vous dire que j'étais vraiment dans un milieu traditionnel. Bon, je décroche mon bac, je décide de faire médecine. الوالد الله يرحمه ركبني في السيارة مع الوالدة ومشينا لمونبولي. Je me suis inscrite en médecine et on commence à chercher un logement. Les personnes qu'on voyait. Non, monsieur, votre fille, on va la loger, point. On va au Crous, c'était pour la cité universitaire. Vous allez faire attention à quel... Non, monsieur. Et il ne savait plus quoi faire, Mskin. Il avait envie que je fasse des études, mais il n'était pas content de me laisser. Il ne faut pas que je me laisse aller. On rentre à l'hôtel, il y avait un couvre-lit à rayures. Il a tiré au sort. C'est sorti, il m'a ramené à Rabat.
Il m'a fallu juste un an. J'ai même fait une primo-infection tuberculeuse, Leïla, pour convaincre papa que Rabat, c'est très mauvais pour ma santé. Et je suis repartie. Et alors là, à moi la France, à moi, Nancy d'abord, et puis il y a eu mai 68. Je suis montée à Paris. J'ai changé de fac, il fallait que je sois là où ça se passe. Et là où ça se passait, c'était la Maison du Maroc, c'était mai 68, c'était l'ancêtre du PPS, le Parti de la Libération du Socialisme, bien, voilà, l'occupation de la Maison du Maroc, c'était un bouillonnement extraordinaire. Je ne vous dis pas plus de cette période, si ce n'est que les camarades, les grands camarades, eh bien, ils n'étaient pas du tout féministes. Notre place, c'était à la Ronéo. Qui connaît une Ronéo? L'horreur. L'horreur, la Ronéo. L'ancêtre de la photocopie, mais qui faisait des tâches, qui se bloquait. On a passé des heures, les filles, à la Ronéo. Mais ce qui m'a rassurée, tous sont restés des grands amis, des militants de cette époque. Je vous assure qu'aujourd'hui, ils sont convaincus de l'égalité homme-femme et ils se battent. Amin Abdelhamid, maintenant, alors que j'étais misogyne, hein, maintenant est un militant convaincu des droits des femmes. Alors pendant les études, j'ai fait de la politique, et puis un jour, on me dit Hakima, encore une fois, les femmes, nous, on ne peut pas se permettre, je vous le dis, mesdemoiselles, il faut qu'on soit les meilleurs, partout. L'ould, il a macrache, on lui donne les cours particuliers. Il a macrinage, je suis hein, ou là, va faire une petite formation. Il fallait que je sois la meilleure. Et être la meilleure en médecine, n'est-ce pas, Leïla? C'est l'internat des hôpitaux de Paris. Donc, me voilà, j'ai arrêté de militer pour préparer l'internat des hôpitaux de Paris. Et avec Mia Balafarj, nous avons été les 2 premières Marocaines internes des hôpitaux de Paris. Prestigieux. Là, j'avais le choix. Je pouvais choisir ce que je voulais. Je choisis le plus difficile, encore une fois, parce que ce n'est pas parce que je suis une femme que je dois choisir un métier où j'aurai le temps de m'occuper de mon mari et de mes enfants. Je choisis maladie infectieuse et réanimation. Le plus difficile. Donc, me voilà partie pour être enseignante en France, pour avoir une carrière en France. Et là, je réponds à ceux qui se posent des questions par rapport à l'étranger. Bon, un jour, j'ai décidé de rentrer. Parce que nous appartenions à une génération où on pensait qu'on avait besoin de nous, qu'il y avait des choses à faire chez nous. Mais partez à l'étranger, passez des années à l'étranger, c'est une richesse extraordinaire d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de connaître les gens ailleurs. Alors, je rentre après 12 ans en France, CHU Ibn Rushd. J'arrive avec mon titre, ancien interne des hôpitaux de Paris. On commence par me dire mademoiselle. Oui, parce que je suis rentrée, parce que j'ai rencontré un monsieur remarquable, n'est-ce pas? Mon mari, à qui je rends hommage, parce qu'il m'a supporté, il m'a soutenu. Il y a donc 2 hommes qui ont beaucoup compté dans ma vie, Walid Larhamo et mon mari. Et puis alors les enfants, n'en parlons pas, hein, les 2. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je rentre à l'interne des hôpitaux de Paris. Je pensais qu'on allait me dérouler le tapis rouge. Interne des hôpitaux de Paris? Ici, ça compte pas du tout. Hein. De toute façon, nous, on ne veut plus qu'il y ait des gens qui viennent de l'étranger et qui deviennent enseignants. Avec Siharouch et Lahmo, on a été les 2 derniers internes des hôpitaux de Paris à être acceptés comme enseignants à la fac de médecine. On me donne 2 salles communes, un dépotoir. Aucun moyen. Je rentrais en pleurant à la maison parce que j'avais perdu des malades qui n'auraient jamais dû mourir si j'avais eu les moyens de les réanimer. Bon, j'aurais pu me décourager, aller m'installer dans le privé ou m'occuper de mon mari, je sais pas. Non, on s'est battu. Nous avons créé les maladies infectieuses. On leur a donné vraiment leur place, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger. Avec ça, on a construit un service, on l'a équipé. Je suis partie à la retraite en 2010 en laissant une équipe formée et en laissant vraiment les moyens de travailler. Alors vous allez me dire comment, avec tout ça, vous êtes mariés quand même, vous avez eu des enfants. Et ces enfants, les pauvres, ils sont complètement tarés parce que leur mère était tout le temps absente, parce que ce n'est pas 8 heures de travail qu'il faut, c'est 10 heures, c'est les week-ends, c'est les déplacements à l'étranger. Bien, alors, où j'en étais? Ah oui,
le sida. Alors là-dessus est arrivé le sida. Déjà que je travaillais beaucoup, le sida, il ne me reste pas 2 minutes, hein, est arrivé le sida. Pourquoi le sida? Le sida parce que, en fait, c'était pour moi du militantisme. Parce que le sida touche essentiellement les personnes les plus démunies, les plus stigmatisées, dont les droits ne sont pas respectés. C'était pour moi une façon de retrouver le militantisme. Et pour le médecin, n'est-ce pas Leïla, c'était pour se battre, pour obtenir de quoi faire les bilans à nos malades, de quoi les traiter à un moment où c'était extrêmement difficile. C'était un challenge extraordinaire. Vous allez me dire, bon, ben, elle a créé une association, d'accord, pour les plus jeunes. Mais en 88, créer une association d'une maladie aussi taboue, qui touche au sexe, qui touche au sang, qui nous vient de l'étranger, qui allait faire fuir les touristes. Le ministère de l'Intérieur, c'est ce qu'on m'a répondu. On m'a dit, il n'en est pas question, ça va faire fuir les touristes si vous parlez du sida. Donc c'était un défi énorme. Bon, je ne l'ai pas remporté toute seule, ce défi. Hein. On a été plusieurs. Il y a eu beaucoup d'anonymes qui ont construit cette association. Il y a 300 volontaires qui travaillent dans cette association, 70 salariés. Alors qu'on est parti vraiment de rien et que personne ne voulait associer son nom au nôtre, parce qu'à l'époque, c'était honteux. Donc ça a été un défi énorme, la LCS. Je ne vous en dirai pas plus, je vous ai laissé des dépliants, vous verrez une affiche où vous verrez les principales réalisations de cette association qui est reconnue maintenant au niveau national et au niveau international. Comment on est arrivé à parler de sujets tabous? On a évité l'autocensure. Je crois que c'est très important. Souvent, on n'a pas besoin qu'on nous interdise quelque chose, on se l'interdit nous-mêmes. Eh bien non, il ne faut pas faire d'autocensure, il faut avoir une éthique, il faut la respecter, il ne faut pas choquer, mais en même temps, bon, je parle de professionnels du sexe, je parle d'homosexuels, je parle d'usagers de drogue. Ben, j'en parle parce que si on ne s'occupe pas de ces populations-là, ce n'est pas la peine de dire qu'on lutte contre le sida, puisqu'elles sont les plus touchées. Et s'il vous plaît, permettez-moi de vous dire que vous avez à Agadir une section de la LCS qui fait un travail remarquable, qui suit 2800 malades, qui fait de la prévention. Alors les jeunes, allez comme volontaires à la LCS, et les moins jeunes, donnez-nous de l'argent. Alors, l'assainissement, 3 mots. L'assainissement, je pense que c'était une critique de la Banque mondiale, de l'Union européenne sur la gouvernance au Maroc, sur la corruption. Et alors, pour jeter de la poudre aux yeux, notre gouvernement et à sa tête l'ancien ministre, le puissant ministre de l'Intérieur, Driss Bsri, décide d'arrêter un certain nombre de personnes, de les jeter en pâture au public, de les envoyer en prison. Et je vous assure que parmi eux, il y avait énormément d'innocents. Parmi eux, Mounsef Ben Abdelrazek, pharmacien à qui on reprochait une aberration d'avoir importé une gamma-globuline qui aurait contenu le virus du sida alors qu'elle était reconnue par la Food and Drug Administration aux États-Unis, cette gamma-globuline. Et 2 femmes montent au créneau, les plus anciens s'en souviennent, Nafisa Ben Chemsi, Allah yarhamha, et Hakima Hemmiche. Bon, on a beaucoup été aidés par 2M, on en parlait tout à l'heure. Ouais, Samira Setaïl nous appelle aux 20h, on dit mais arrêtez, ce monsieur n'a rien fait. Et ça a été le grain de sable. Je vous assure que la veille, il y avait dans le Bayen un article d'Yal Ali Atta, ouais, l'assainissement, c'est bien, c'est tous des salauds, des voleurs. Après, quand même, Hakim Himmi, je nous fais non, c'est pas tous des voleurs. On a renversé la vapeur en osant défendre quelqu'un qui était accusé de tricherie par le puissant Bsri. Hein? Le grand tricheur devant l'État. Le grand tricheur devant l'État. Et alors, il y a une plaisanterie, je m'excuse pour les messieurs, on disait, moi, juste de rejal fait le bled, nous fils ben chimchi ou Hakima Himmish. Bon. Alors, que retenir de tout ça? Contrairement à toi, bon, moi j'ai eu beaucoup de chance. Je ne vais pas faire de la fausse modestie, je n'ai aucun mérite. Non, je me suis battue, j'avais une idée fixe. Je voulais faire carrière, depuis toute petite. Mais sincèrement,
Combien de femmes ont la chance d'avoir le père que j'ai eu, le mari? Bon, il faut dire que j'ai attendu tous les autres prétendants. On m'a dit bon, je suis mariée tard, tellement j'ai sélectionné. Bon, mais franchement, ce qu'il faut, c'est changer les lois. Hein, c'est se battre. Et ça, la société civile, c'est très, très, très important. Engagez-vous dans la société civile, venez à Connect Institute, allez dans les associations. Vous apporterez beaucoup à notre pays. Mais la politique aussi, c'est important. Et pour changer les lois, il faut les deux. Il faut la politique. Changeons les lois. D'accord. On a, grâce au combat de plusieurs générations de féministes, et si j'avais pas combattu, si j'avais pas fait le sida, ça aurait été les femmes, parce que c'est ça mon vrai combat, moi. On a une Moudouana qui n'a rien à voir avec la précédente. On a eu des droits, mais d'abord elle n'est pas appliquée partout. Il y a des articles inadmissibles, l'article 20, qui permet le mariage de plusieurs dizaines de milliers de mineurs sur simple décision du juge. Vous avez toujours le droit d'avoir 4 femmes. Et alors, on dit oui, l'accord de la première femme. Et quand elle n'a pas de quoi manger, elle va dire non. Bien sûr qu'elle va dire oui, elle va rester. L'héritage. Je suis désolée pour ceux que ça choque d'entre vous, mais moi je suis choquée qu'on n'hérite pas comme l'homme, parce qu'aujourd'hui, nous intervenons dans l'économie au même titre que les hommes, et il n'y a pas de raison qu'on n'hérite pas pareil. Alors voilà, donc, c'est bien les parcours individuels, mais le combat collectif, c'est encore plus important, et merci.